Bonjour, dans ce chapitre, commençons par décrire la notion de patron qui peut paraître nouvelle, mais vous l'avez sûrement utilisée sans vous en rendre compte. Car un patron de conception ou un modèle de conception sont de nouveaux termes pour désigner les algorithmes et les structures de données permettant de résoudre différents problèmes. Prenons un exemple de problème. Dans un tableau où la taille est fixée à la base, nous ne pouvons pas représenter un ensemble d'éléments de taille non fixe. Donc ici, les listes chaînées permettent de répondre à ce besoin. Également, nous utilisons tous des frameworks et des librairies standards qui utilisent aussi plusieurs patrons. À titre d'exemple, l'API Swing de Java utilise le patron Composite pour représenter des composants graphiques d'une fenêtre. Nous avons aussi les événements de Java qui utilisent le patron Observateur. Également, dans les cas des objets qui devraient être instanciés une fois en utilisant le patron singleton, au final, une application est une composition de plusieurs patrons. Dans cette première partie introductive, nous allons donner un aperçu global sur tous les patrons de conception en présentant un historique succinct sur les patrons, puis quelques définitions d'un patron de conception, ensuite leurs principes et utilités, et enfin leurs avantages et inconvénients. Donc, commençons. Dans cette leçon, je vais aborder la première partie de l'introduction qui représente un préambule sur l'utilité et la philosophie derrière les patrons de conception utilisés fréquemment par tous les programmeurs et concepteurs. Pour cela, la suite de la présentation va suivre le plan suivant. Je commencerai par une introduction dans laquelle je vais vous présenter le contexte général de l'architecture logicielle, ainsi des exemples de problèmes et leurs solutions, puis un historique succinct sur les patrons. Ensuite, je vais définir qu'est-ce qu'un patron de conception, puis enchaîner par la présentation des principes de base des patrons de conception, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Enfin, une conclusion. Je vais vous introduire le contexte général de l'architecture et la conception logicielle, puis quelques problèmes et leurs solutions, enfin des exemples de patrons que vous avez sûrement utilisés sans vous en rendre compte. Le premier point à aborder dans l'introduction est celui du contexte d'architecture logicielle. Donc, d'un point de vue architectural, nous avons trois niveaux. Le plus haut niveau d'abstraction est celui du style architectural, qui représente finalement la manière dont le système est structuré, codé et organisé. Je peux citer le style RESTful utilisé pour créer les services web basés sur les requêtes HTTP, également le style SOA. Le deuxième niveau représente le niveau qui concerne le patron architectural, qui représente comment un style architectural devrait être implémenté. Ici, il existe une panoplie d'exemples. Nous pouvons citer le patron le plus connu qui est MVC, destiné aux interfaces graphiques et très utilisé par de nombreux frameworks pour les applications web. Ce patron va justement être abordé en détail dans un autre chapitre. Le dernier niveau, qui est le moins abstrait et le plus proche de l'implémentation, est celui des patrons de conception, qui permettent de répondre à la question « Comment résoudre un problème ?» Ces patrons ont plusieurs types, qui sont des patrons structuraux comme le patron composite, les patrons comportementaux comme le patron observeur, et finalement, le patron de création comme le patron factory. Les plus connus sont les 23 patrons de Goff que je vais aborder par la suite dans une autre leçon. Passons maintenant à quelques exemples de problèmes récurrents que nous pouvons rencontrer dans la vie courante. Le premier problème, c'est celui de dévissage d'un vis trop serré. Le deuxième problème est celui de la taille fixe d'un tableau qui nous empêche de représenter un ensemble d'éléments de taille non fixe. Enfin, le problème récurrent qui est au niveau de la conception d'une application dans laquelle on veut ajouter des fonctionnalités à une classe sans la modifier. Traitons maintenant ces problèmes un à un. Concernant le premier problème de la vis, ici on va utiliser la chaleur qui va, avec un chalumeau par exemple, on va chauffer la tige d'un tournevis, puis on va l'appliquer sur la tête du vis trop serré. Le métal va réagir, donc ici, et va être dilaté
et facilitera le dévissage. Le deuxième problème, qui est l'utilisation de la liste chaînée, justement, conçue dans les années 56, ces listes permettent de répondre aux problèmes de la taille fixe, qui est imposée par la structure des tableaux, et ils sont utilisés pour développer des problèmes d'intelligence artificielle, par exemple le jeu d'échecs, et cette solution, tellement qu'elle était originale, qu'elle était couronnée par un prix Nobel en 1975. La troisième solution, qui permet d'ajouter des fonctionnalités nouvelles à une classe de façon dynamique sans impacter les classes qu'il utilise, c'est l'utilisation du patron structurel décorateur. Maintenant, pour récapituler un peu, un patron est donc une solution à un problème récurrent qui est utilisé pour capitaliser l'expérience et l'adapter, et finalement ressemble à une sorte d'algorithme, à une structure de données, à une boîte à outils ou à un procédé de conception. Maintenant, je vais décrire donc les exemples de patrons qui permettent de capitaliser l'expérience et l'adapter en fonction de 4 points importants. Le premier point, c'est en fonction du contexte et domaine. Par exemple, on a des applications web, des applications mobiles, des applications concurrentes, des applications distribuées, les applications liées à l'intelligence artificielle, tout ça, c'est un domaine. Donc, on a des patrons conçus pour ce type de domaine. Le deuxième axe, c'est les infrastructures. Donc, on a par exemple les infrastructures cloud, IoT, etc. Le troisième niveau ou point, c'est les architectures utilisées dans le système. Par exemple, on a l'architecture SOA, on a l'architecture RESTful, l'architecture microservice. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau des frameworks et langages. Donc, chaque langage, chaque framework utilise aussi des patrons propres à lui. Donc, on peut citer le .NET, Spring Boot, JavaScript et Python. Analysons ensemble la partie framework et langage, et plus particulièrement le langage Java. Prenons l'exemple de l'API Swing de Java pour représenter le composant graphique d'une fenêtre. Ici, chaque composant graphique est représenté par un composant qui peut être éventuellement un composant atomique de base, c'est-à-dire des boutons, des labels, etc. Ou alors un composant conteneur qui contient lui-même d'autres composants, comme les fenêtres, les panneaux. Justement, cette structuration en composants conteneurs et composants atomiques d'une interface graphique peut être représentée grâce à un patron composite structurel qui est lui-même composé de 2 niveaux, soit un composant feuille, soit un composant composite. De cette manière, nous pouvons ainsi décrire la structure hiérarchique de n'importe quelle interface graphique Swing. Aussi, nous avons un autre patron pour gérer les événements Swing. Nous avons ici le patron observer, qui est le patron comportemental le plus fortement utilisé. Également, on a, dans le cas où on veut une seule instance, nous devons utiliser le patron singleton. Maintenant, on va passer à l'historique des patrons de conception. Les patrons de conception tirent leurs origines des travaux de l'architecte Christopher Alexander en 1977, dans son livre A Pattern Language Town Building Construction sur l'architecture, l'urbanisme communautaire. Il définit un ensemble de patrons d'architecture et il reste un best-seller sur l'architecture après plusieurs décennies. Dans ce livre, un langage pour concevoir un environnement urbain et inventé. Ces unités sont des patrons pour indiquer l'auteur attendu des fenêtres, le nombre d'étages qu'un bâtiment devrait avoir, la taille des espaces verts d'un quartier. Le deuxième exemple historique est celui du patron MVC, Model View Controller, créé par Rin Song lors de sa visite à Palo Alto Research Center en 1978. Il a été utilisé la première fois pour créer les interfaces graphiques avec le langage de programmation Smalltalk en 1980. Cette idée a ensuite été reprise par différents informaticiens, mais il est clair que la contribution séminale à ce domaine a été les Gang of Four. Donc la bande des 4, on a Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson et John Villicide. Grâce au livre,
Design Pattern Elements of Reusable Object-Oriented Software en 1995, dans lequel ils ont appliqué ce concept de patron à la programmation. Ce livre contient 23 patrons qui résolvent différents problèmes de conception orientée objet et très rapidement devenu le best-seller. Maintenant, je vais définir ce que c'est qu'un design pattern. Plusieurs définitions existent dans la littérature, nous pouvons citer les suivantes. La première tient son origine des travaux de Christopher Alexander, donc en 1977. Il dit que chaque patron décrit un problème qui se manifeste constamment dans l'environnement et donc décrit le cœur de la solution à ce problème d'une façon telle que l'on puisse réutiliser cette solution des millions de fois sans jamais la faire 2 fois de la même manière. La deuxième définition, qui est aussi connue, c'est que un patron, c'est une solution à un problème récurrent. Dans la conception d'applications orientées objet, il décrit alors la solution éprouvée pour résoudre ce problème d'architecture de logiciel. Enfin, la troisième définition est celle de Buchman en 1996. Il dit que les patrons offrent la possibilité de capitaliser un savoir précieux né du savoir-faire d'experts. Dans cet avant-dernier point, nous allons présenter les principes de base des patrons. Le premier, c'est de pouvoir décrire des objets communicants et des classes communicantes, d'être le plus possible indépendant des langages de programmation. Donc ça, c'est vraiment un principe de base. Privilégier l'encapsulation forte, donc décrire une solution à un problème général et récurrent de conception, mais dans un contexte particulier. Donc ici, le code utilisé pour implémenter un même patron peut être complètement différent s'il est appliqué à 2 programmes distincts. Les clients programment en priorité des abstractions ou des interfaces plutôt que des implémentations concrètes et des classes. Enfin, tous les patrons visent à renforcer la cohésion et à diminuer le couplage pour être le plus réutilisable possible, donc avoir des classes ouvertes en extension et fermées en modification. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients. L'avantage des patrons, c'est de pouvoir résoudre des problèmes de conception, utiliser un vocabulaire commun et puissant, capitalisation de l'expérience, réutilisable, donc la responsabilité isolée et dépendance maîtrisée, être le plus possible extensible, ouvert aux enrichissements futurs, maintenable par faible couplage. Également, le niveau d'abstraction est très élevé, justement pour permettre une meilleure conception. La complexité aussi, elle est très réduite. Et enfin, il représente un catalogue de solutions qui aide à maîtriser les changements et avoir des applications fiables et maintenables. Cependant, il existe certains inconvénients au patron. Le premier est celui de l'effort de synthèse. Comment identifier les applications dans une conception, c'est pas évident, donc on doit avoir une expertise derrière. On doit avoir un apprentissage et une expérience bien approfondie sur la conception orientée objet. La dissolution des patrons, donc comment dissolutionner les patrons sachant qu'il y a une certaine dépendance. Et enfin, le recoupement des niveaux, des différents niveaux des patrons. Donc on a de nombreux patrons qui peuvent être dépendants. Il faut définir le recoupement à des niveaux différents. Donc, il faut déterminer le niveau. Ce qui est à retenir, c'est que ces patrons de conception sont indépendants des langages de programmation utilisés. Ils facilitent justement la conception. Ils représentent un catalogue de solutions et une boîte à outils pour tout développeur et concepteur. Ils sont le fruit du savoir-faire d'experts dans des contextes éprouvés. Et enfin, ils sont fiables et robustes. Une remarque, c'est que un patron est toujours confondu par un algorithme. Ce n'est pas vraiment un algorithme. Pourquoi? Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. Donc les étapes, elles sont claires et on est guidé par un objectif précis. Par contre, dans un patron, on a un plan, on peut voir les fonctionnalités, les résultats obtenus, mais la manière de les implémenter nous revient. Donc ça dépend du contexte. Donc attention, ici, on va utiliser les patrons intelligemment, sinon
ça va pas être vraiment fiable, car l'overkill, il va faire des applications complexes, plus complexes qu'avant. Donc, c'est pas l'objectif de complexifier les applications. Plutôt, c'est utilisé pour trouver des solutions, pas pour encore les rendre plus complexes. Et maintenant, donc, j'arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous l'avez trouvé utile. Pour plus d'informations, vous pouvez trouver le contenu détaillé de la leçon juste en bas de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires, ça me fera très plaisir. Rendez-vous à la prochaine leçon qui abordera un exemple de passage d'un problème récurrent à un patron de conception. À bientôt.